Parmi les voitures qui ont marqué leur époque, la Citroën DS restera pour toujours dans les annales. Produite pendant 20 ans, à plus d'1,5 million d'exemplaires, elle représente un tournant dans l'histoire de l'automobile et illustre, une fois encore, l'intelligence novatrice d'André Citroën. André Citroën aura laissé à sa marque l'empreinte du génie créatif. Il sera l'un des premiers constructeurs français à industrialiser la production d'automobiles. À ce titre, sa rencontre en 1931 avec Henry Ford sera déterminante. Les usines de Javel produiront à la chaîne. Une volonté d'innover que l'on retrouvera dans l'originalité des publicités de la marque, comme cette fameuse tour Eiffel, illuminée par des centaines de milliers d'ampoules électriques, formant le nom de la marque dans le ciel de Paris. Citroën, ce sera aussi l'homme des défis impossibles, tels que les extraordinaires croisières noires et jaunes en 1925 et 1932. Des raids incroyables où une dizaine d'équipages traverseront les continents d'Afrique et d'Asie dans des conditions impitoyables. Les autochenilles Citroën Quai-Grèce prouveront ainsi l'extrême solidité des productions du quai de Javel, passant là où les routes n'existent pas encore et assurant à leur tour une publicité sans précédent pour la marque au double chevron. Mais la plus grande création d'André Citroën reste la fameuse traction avant, lancée en 1934. Lorsqu'André Citroën décède de maladie en 1935, il laisse en héritage cette volonté de fabriquer des autos hors normes. La 2 chevaux, présentée au Salon de Paris en 1948, en est un autre exemple, de par son concept de voiture minimaliste et ses solutions techniques inédites. Pourtant, l'auto qui marquera un demi-siècle d'histoire automobile n'est pas encore née, ce sera la DS. Autour du berceau de la DS, on retrouve tout d'abord Boulanger, qui est le patron de Michelin, et puis ensuite le même bureau d'études qu'autour de la traction avant. Évidemment, André Lefebvre, en tout premier lieu, qui est l'ingénieur, l'architecte, le concepteur général de la voiture, et ensuite Flaminio Bertoni, le styliste génial, le Grand Prix de Rome, le sculpteur, qui, toujours en référence à la traction, a aussi conçu la DS comme une œuvre d'art que l'on peut regarder comme une sculpture et qui, au-delà de la sculpture, est une œuvre en mouvement. La traction, populairement surnommée Reine de la route, va bientôt devoir laisser place à une autre reine, la DS. Le passage de relais n'aura lieu que 2 ans après son lancement, en 1957. Un laps de temps nécessaire pour ne pas bousculer une clientèle encore abasourdie par la nouvelle berline. Car si la traction paraît aujourd'hui terriblement désuète face à la DS, dans les années 50, c'est bien cette dernière qui semble trop en avance sur son temps. Plus que jamais, chez Citroën, on a voulu présenter une voiture totalement innovante. Les atouts technologiques de la DS sont extrêmement nombreux, on ne va pas en faire la liste maintenant, ce qui risquerait d'être fastidieux. Elle a tout d'abord un enrichissement naturel par les choix des matériaux utilisés. Les DS est une des premières voitures de série à utiliser en aussi grand nombre les matières plastiques, l'aluminium et l'acier inoxydable. Il n'y a plus de chrome sur la DS, tout est en inox. Et toutes sortes d'innovations comme ça. Et puis ensuite, bien entendu, sa grande révolution, c'est le système hydraulique qui permettait d'asservir toutes les commandes de la voiture. Tout d'abord sa suspension, la commande de vitesse, la direction. La voiture était entièrement asservie à un cerveau hydraulique. Une technologie déjà testée sur la traction 15H. 1954 voit l'avènement d'une nouvelle conception qui ne dissocie plus la suspension de l'amortisseur. Et
étudiée dans le plus grand secret, elle intrigue. C'est l'hydropneumatique. Et ici, il faut entrer dans la technique pure et chercher un point de comparaison. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. Cette fonction vitale est assurée par un système central. La pompe, l'accumulateur, le réservoir maintiennent sous pression constante l'huile en circulation. Ce cœur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue qui comprend une sphère mi-gaz, mi-huile, un piston solidaire de la roue, un bras de levier actionnant le clapet du correcteur de hauteur, véritable verrou qui commande les relations entre circuit central et sphère. Si l'on charge la voiture, le piston comprime le gaz, l'huile sous pression libérée par le clapet pénètre dans la sphère et repousse le piston. La voiture revient donc doucement à son niveau. Quel que soit le point chargé, le même phénomène se produit. Le cœur mécanique permet donc à la voiture de retrouver sa ligne de flottaison à hauteur constante au-dessus du sol. Si l'on décharge la voiture, le gaz comprimé se détend, l'excès d'huile retourne au réservoir, la voiture revient à son niveau. Les bosses et les petits chaos n'influencent pas le clapet du correcteur de hauteur. Dans les sphères, un dispositif de laminage amortit les mouvements de l'huile. Les balancements parasites, les plongées brusques sur coup de frein sont éliminés par le durcissement automatique des trains avant ou arrière. Ainsi, la suspension hydropneumatique a supprimé tous les éléments métalliques de la suspension classique. Ceci pour la théorie. Mais en cette matière, comme en d'autres, on a bien le droit de préférer la poésie à l'analyse. Et il faut avouer que les termes techniques ne rendent pas compte entièrement du phénomène. Des hommes ont conçu une machine qui peut s'exprimer en plan, en équation, mais lorsqu'ils ont vissé le dernier boulon, le dispositif sorti de leurs mains commence une mystérieuse vie autonome. Il choisit son équilibre comme l'avion prend sa ligne de vol. Ce qui n'était qu'un assemblage se met à exister, à agir et à réagir selon une logique indépendante. L'objet inanimé résout de sa propre initiative les problèmes qui se posent à lui. Rien n'est arbitraire, en fin de compte, dans l'évolution technique. L'autre après-guerre réclamait du mouvement. Notre époque, au contraire, qui aspire à la détente, veut oublier qu'elle va toujours plus vite et plus loin. On disait jadis être maître de sa machine. C'est une phrase qui bientôt n'aura plus cours. Désormais, il y a deux individualités dont l'une est au service de l'autre. L'hydropneumatique n'attend plus un ordre précis pour l'exécuter passivement. Il est le seul juge de sa conduite en face de chaque incident. Les passagers ont interposé entre eux et la route l'équivalent des esclaves des anciens contes. Cette voiture qui se hisse au-dessus des dangers du chemin et dont le cœur mécanique règle imperturbablement les conflits avec les creux et les bosses marque le dernier stade d'une évolution.
moins en moins l'homme se déplacera. Il sera déplacé par des machines qu'il aura créées, mais qui, une fois nés, se passeront de lui. On n'arrête pas le progrès, disaient nos grands-pères. Le jour viendra sans doute où les automobiles se suffiront parfaitement à elles-mêmes. Ce jour-là, la boucle sera bouclée. Nous nous sommes efforcés aussi d'expliquer au public ce qu'était l'innovation essentielle de la DS-19, à savoir l'hydropneumatique. Et nous avons choisi de le faire avec les symboles de l'air et de l'eau, puisqu'en fait ça correspondait à la réalité, puisque l'hydropneumatique consiste, par l'intermédiaire d'une liaison hydraulique, à faire réagir des sphères remplies de gaz. En 1955, Citroën va donc mettre sur le marché un véritable laboratoire roulant, renouvelant totalement le concept même de la conduite d'une voiture. Un pari économiquement osé, peut-être le plus fou de toute l'histoire de l'automobile. Et si la DS va rencontrer le succès espéré, les ingénieurs de Citroën ne se reposeront jamais sur leur laurier, cherchant toujours à améliorer une auto ayant déjà 20 ans d'avance. Ainsi, lorsqu'il s'agira de redonner un coup de jeune à la DS par un savant lifting, on développera encore une nouvelle idée, les phares tournant avec les roues, éclairant ainsi non pas le vide comme sur n'importe quelle autre voiture, mais l'intérieur du virage dans lequel la DS va plonger. Mais n'anticipons pas et revenons en 1955, date à laquelle l'une des autos les plus importantes du siècle va être présentée. Aux milliers de visiteurs de la Grande Nef s'offre la Citroën DS-19, qui représente l'abandon d'une tradition de 20 ans. Un accueil extraordinaire. Les commentateurs ont dit que c'était la bombe du salon. En fait, c'était plus que ça. Les gens ont été frappés par le caractère absolument innovant dans tous les domaines. Pas seulement technique, mais la forme, le style, le moindre détail, les roues qui étaient fixées par un seul boulon, les trompettes de clignotants qui étaient en haut de la voiture, à l'arrière, enfin le volant monobranche, et puis aussi et surtout la suspension hydropneumatique qui permettait de régir toutes les fonctions essentielles de l'automobile. Dire que la DS a fait l'effet d'une bombe lorsqu'elle a été présentée au salon d'octobre 1955 n'est pas un moindre mot. Il faut la comparer à ce qu'il y avait dans la production contemporaine. Peugeot produisait encore des 203, venait de lancer la 403, toutes les deux d'excellentes voitures, mais de conception très classique. Et chez Renault, bon, on était encore dans les frégates, qui n'était pas vraiment une voiture révolutionnaire. Donc au milieu de tout ce monde-là, la DS, avec ses innovations technologiques et son camailleux de couleurs tout à fait original, faisait vraiment l'effet d'une révolution très inattendue. Inattendue dans un sens parce qu'en fait on l'attendait depuis longtemps. En effet, les journalistes de l'Autojournal ont pris parti de percer les secrets des constructeurs. C'est ainsi qu'ils essaieront de dévoiler toutes les innovations de la DS bien avant son lancement, créant ainsi l'affaire de l'Autojournal. On a commencé à parler de la nouvelle DS qui est sortie en 1955, à partir de 1952, grâce à des renseignements que nous obtenions directement au bureau d'études de Citroën, un dessinateur qui nous a fourni des plans pratiquement exacts, surtout du moteur 6 cylindres qui n'est jamais sorti, et de la carrosserie. Citroën tenait beaucoup au secret parce qu'il avait encore la traction en production, et en plus, la DS était tellement nouvelle qu'il voulait un effet de surprise total, qu'il a eu partiellement d'ailleurs, mais enfin, les lecteurs de l'Autojournal étaient quand même au courant. Nous avons sorti un numéro très important qui attirait plus d'1 million d'exemplaires. La rotative a tourné 15 jours et ça a été unique parce qu'après nous n'avons jamais pu atteindre ce chiffre. Citroën a porté plainte et j'ai eu une perquisition chez moi au petit matin, ce qui est très agréable. Et ensuite, les procès ont duré pendant 10 ans, 15 ans, d'appel en appel, jusqu'à un non-lieu. La carrière de la DS-19 est lancée. Le climat passionné qui entoure l'événement est entretenu par les éloges de la presse mondiale, qui encense notamment sa fabuleuse tenue de route et son freinage exceptionnel. Pourtant, la DS souffre de problèmes de mise au point et les premiers utilisateurs vont en faire les frais.
Les répercussions sur les ventes des problèmes qu'a subi la DS au moment de sa sortie ont été un peu comparables à ce qu'ils avaient été pour la traction avant. C'était également le cas pour la DS, qui était encore plus innovante dans ses solutions, dans les solutions qu'elle mettait en œuvre. Et il y a eu quelques déboires, notamment du côté de l'hydropneumatique, des joints qui ne tenaient pas, etc. Incidemment, la DS révolutionne en effet aussi la manière de produire des automobiles. Et les chaînes de montage sont parfois confrontées à une technologie méconnue. 25 000 acheteurs les attendent, séduits par les innombrables perfectionnements dont elles bénéficient, et en particulier par ce toit en plastique dont nous allons voir quelques étapes de fabrication. Le toit plastique en polyester stratifié et renforcé de la DS-19 et de l'ID-19 est le premier exemple d'application des matières plastiques dans la carrosserie automobile de grande série. Sa résistance, sa souplesse, ses propriétés isothermes et sa belle matière translucide améliorent de façon incomparable la sécurité, les climatisations et l'éclairage des voitures. On voit ici comment les fibres de verre sont intimement agglomérées pour acquérir ces riches propriétés qui relèguent les toits d'acier au second plan. Dès 1956, l'idée apparaît comme une version simplifiée, bénéficiant de la suspension hydropneumatique, mais dotée de direction, transmission et freinage traditionnels. En 1958 est proposé le break, capable d'emmener 8 personnes ou 500 kg de charge utile. Dans la gamme DS, il fallait bien évidemment un modèle en break. Le break qui est développé sur la base DS-ID, un peu un hybride, parce qu'il fallait qu'il puisse bénéficier du moteur plus puissant des DS, mais au début de la boîte mécanique de l'ID-19. Alors le break part d'une conception très originale qui l'éloigne beaucoup de la berline. Il a été dessiné par M. Franchiset, qui était responsable de carrosserie au sein du bureau d'études. Une petite anecdote amusante qui procède à sa création. Il a vu le break Marley, inspiré lui-même des breaks américains en salon de l'auto. Il a trouvé cette conception de break à l'américaine assez luxueux, tout à fait intéressante, originale dans sa polyvalence. Et le soir, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, « Demain matin, je propose une voiture à Citroën ». Et du coup, il a subitement dessiné tout ce système de haillons arrière en 2 parties, très particuliers, donc qui s'ouvre d'abord la partie haute, bien naturellement, et la partie basse avec 2 plaques minéralogiques, qui permet tout en roulant de garder une plaque visible des usagers qui vous suivent. Alors dans la gamme DS, le modèle le plus recherché est évidemment le cabriolet, comme celui-ci. Cabriolet dit modèle d'usine, parce qu'il était dessiné et conçu par le bureau d'études Citroën, mais il était entièrement carrossé à l'extérieur dans les ateliers d'Henri Chaperon à Levallois. Cette version intègre donc la gamme dès 1960, mais n'est commercialisée qu'en 1961. Le cabriolet était alors disponible en finition ID ou DS. C'est resté une exception dans l'histoire de la DS, et c'était une voiture de très grand luxe, qui était d'ailleurs montée non pas chez Citroën, mais sur les plans communs de Citroën et de Chaperon, dans l'entreprise Chaperon. Et c'était une voiture, par exemple, intérieur tout cuir, enfin. Là, il a fallu faire une publicité spéciale s'adressant à une clientèle haut de gamme pour une voiture très haut de gamme. La
berline DS poursuit quant à elle son ascension, avec la présentation en 1959 de la Prestige, équipée d'une séparation chauffeur et d'un téléphone, et réservée aux industriels et autres chefs d'État. Suit la finition Palace en 1964, avec ses épaisses moquettes et ses sièges en cuir. Puis la DS 21, avec son moteur plus puissant, pouvant l'emmener à 175 km/h. En octobre 1967, après une carrière commencée 12 ans plus tôt, la DS va bénéficier d'un restyling, destiné à rendre sa ligne plus fluide encore. C'est toujours le styliste Flaminio Bertoni, assisté de Robert Opron, qui signera cette nouvelle face avant, caractérisée par ses carénages de phares intégrant des doubles optiques et qui permettront aux ingénieurs de concevoir l'étonnant système de phares pivotants. La DS entame sa deuxième carrière et la gamme n'en finira plus d'évoluer. Au sommet, culminera dès l'automne 1972 la 23 qui, avec l'injection électronique, permettra à la DS d'approcher les 200 km/h. La gamme ID fera place quant à elle au modèle 20, DS spécial et autres D Super. Bien sûr, les versions break et cabriolet suivent également les mêmes évolutions stylistiques et mécaniques. À partir des années 59-60, la production de la DS s'est établie à plus ou moins 100 000 véhicules par an. Et ça a duré jusqu'en 1972. Et c'est en 1973 que la production a chuté de moitié parce qu'on a su à ce moment-là que Citroën allait sortir un nouveau modèle. La production de la DS s'achève en 1975. Le modèle aura donc duré 20 ans, une période assez longue durant laquelle le caractère innovant et prestigieux de la Citroën aura permis l'élaboration de modèles uniques, comme la fameuse DS présidentielle, la 1PR75 de 1968, que le général de Gaulle utilisera finalement assez peu. Citons également l'impressionnant mille-pattes Michelin, un engin exceptionnel servant de laboratoire routier pour tester les pneumatiques. Ce véhicule ne possède pas moins de 11 roues, auxquelles on lui doit son surnom de mille-pattes. Cet engin d'un poids de 9 tonnes peut maintenir une vitesse de 170 km/h sur piste d'essai, sans problème pour le conducteur, malgré ses 7,30 m de longueur, 2,45 m de largeur, sa hauteur de 1,56 m pour une garde au sol constante de 215 mm. Malgré son gabarit impressionnant, ce véhicule possédait toutes les qualités requises par le service des mines pour son homologation. Toutes les précautions de sécurité sont prévues, à tel point que même l'éclatement du pneu d'essai, enfermé au cours des tests dans un solide carénage, n'entraînerait aucune conséquence grave. En effet, les signes avant-coureurs permettent d'intervenir grâce à un bouton coup de poing qui, depuis le poste de pilotage, provoque simultanément en 3 secondes l'arrêt du moteur gauche et l'arrêt de la roue centrale. C'est aussi par le biais de la compétition que la DS se forgera cette image de formidable routière. Sur les terrains les plus difficiles, elle établira un palmarès de légende. La DS n'a jamais été une voiture qui était faite pour les rallyes de vitesse. Elle était faite parce qu'elle avait des qualités que les autres voitures n'avaient pas. Elle avait 3 positions, c'est-à-dire qu'on pouvait la mettre en position normale, en position basse, position haute. Ce qui lui permettait, dans les terrains très difficiles, de pouvoir mettre la voiture en position haute et de pouvoir passer là où toutes les autres ne passaient pas. Sur la neige, la glace, elle était remarquable. C'est comme ça qu'elle a remporté des épreuves, elle est passée même seule, elle est même arrivée seule dans certaines épreuves. On a choisi ces rallyes
dans différents pays, par exemple tout ce qui était africain, parce que c'était important pour la marque. Nous avons été au Portugal, nous avons été en Grèce, nous avons été au Bandama, nous avons fait Wembley, Mexico, toujours pour montrer la qualité des voitures et remporter ces coupes des constructeurs qui étaient importantes pour la marque. Chaque année, depuis 1953, l'Afrique orientale est bouleversée par la course automobile la plus dure du monde, l'East African Safari, un rallye pour conducteurs fous. À la saison des pluies, une centaine de voitures s'affrontent à travers le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pendant 4 jours et 4 nuits. C'est une épuisante aventure de poussière et de boue qui verra bien peu de vainqueurs. Le meilleur souvenir de l'époque a été en 1963, quand nous avons obtenu beaucoup de coupes de constructeurs. Je crois que nous avons remporté une douzaine de rallyes au classement général, ce qui a fait que les clients qui ont couru sur Citroën, parce qu'il y en avait beaucoup à cette époque qui faisaient le rallye, étaient heureux. C'est toujours agréable de savoir que la voiture que l'on conduit remporte un succès formidable. Surtout que c'était des voitures de série. Quelle course fantastique ce marathon Londres-Sydney. Traverser l'Europe d'ouest en est, déferler à travers le Moyen-Orient, franchir l'océan Indien, avant d'affronter les étendues désertiques et brûlantes du sud australien, telles sont les différentes péripéties d'une formidable aventure de 16 000 km. Croyez-moi, ce n'était pas une croisière de plaisance. Mon plus mauvais souvenir, c'est au rallye Londres-Sydney, lorsque 100 km avant l'arrivée, alors que Lucien Bianchi et Jean-Claude Augier étaient en tête, nous nous sommes précipités à l'arrivée pour les recevoir, puisque la route était très facile. Ils avaient à peu près 2 heures d'avance pour faire tranquillement ces 100 km. Ils étaient détendus. Et à l'arrivée à Londres-Sydney, nous avons appris qu'une voiture les avait télescopés. Le drame éclate. 2 jeunes Australiens fanatiques de rallye perdent le contrôle de leur mini Riley à la sortie d'un virage et percutent la DS. Augier, qui conduisait, ne peut rien faire pour les éviter. C'était d'autant plus curieux que cette voiture, qui avait l'habitude de rouler à gauche, était complètement sur la droite, alors que Lucien Bianchi et Augier étaient bien comme il fallait. Et il y a eu, effectivement, on a dit, est-ce que cet accident est réel ou a-t-il été commandé? On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que pour les pilotes, pour nous et pour la marque, ça a été très difficile. C'est vraiment très difficile à supporter. Vous avez beau avoir de bonnes voitures, vous avez beau avoir de très bons pilotes, c'était notre cas, s'il n'y a pas une équipe de techniciens, de mécaniciens compétents, on n'arrive à rien. Et j'ai eu la chance pendant des années d'avoir une équipe extrêmement fidèle et extrêmement compétente. Et je ne les remercierai jamais assez du travail qu'ils ont fait. La réputation exceptionnelle de la DS, seuls ceux qui en ont possédé une ou l'ont simplement conduite quelques minutes savent mieux que quiconque combien cette réputation est justifiée. J'ai adoré cette voiture, d'abord parce que c'est une DS. Pour une femme, c'est formidable. Et elle était vraiment, je trouve, faite pour les femmes. Vous pouviez changer les vitesses d'une façon extrêmement agréable, vous n'aviez pas de pédale pour débrayer, elle avait un confort absolument extraordinaire. Pour une femme, tenir le volant, c'était très facile, une tenue de route merveilleuse.
J'ai moi-même utilisé la DS pendant plusieurs années avec la plus grande satisfaction. J'appréciais toutes les qualités de la voiture et j'appréciais notamment dans la conduite de pouvoir conduire, et je m'y étais fait très rapidement, des deux pieds, c'est-à-dire avec un pied pour une pédale et un pied pour l'autre, puisqu'il n'y avait pas de pédale de débrayage, le débrayage était automatique. Et c'est une voiture qui avait des qualités extraordinaires, qui était la première en matière de style, la première en matière d'innovation, la première en matière de confort, la première en matière de tenue de route. Et sur ces trois qualités, elle est restée la première, elle l'est toujours. Si la DS n'était jamais sortie et qu'un constructeur sorte cette ligne aujourd'hui, on crierait à l'innovation, on crierait à l'originalité. Et c'est pour cela que la DS a toujours ses fidèles dans le monde entier. Donc cette DS est une DS de mai 58 qui avait l'avantage d'être en très bon état d'origine parce qu'elle dormait dans un garage chauffé. Son ancien propriétaire l'avait achetée en première main neuve au garage Piguet à Paris, donc un garage Citroën. On a conservé son numéro parce que c'est une voiture qui a été achetée en copropriété avec un ami. Étant donné qu'on a beaucoup de DS déjà, lui de son côté, moi de mon côté, on s'est dit pourquoi pas l'acheter ensemble. Ce qui nous a permis de la restaurer ensemble aussi. Et ça a été d'ailleurs pour moi aussi un début d'apprentissage sur la mécanique et la restauration. Elle a été, à l'origine, cette voiture était gris avec un intérieur rouille. On a voulu changer la peinture. On a préféré choisir un jaune qui malheureusement n'est pas en 58, mais plutôt en 59. Mais comme elle nous plaisait, on a fait cette couleur-là. Elle est restée longtemps chez le peintre et qui, par maladresse, a laissé rentrer ses chiens à l'intérieur de l'habitacle. Donc il a déchiqueté les sièges et les sièges arrière. Donc on a dû refaire également l'intérieur. Coup de chance, grâce à LVA d'ailleurs, dans les petites annonces, on a pu retrouver un intérieur Elanca bleu. Et voilà pourquoi cette voiture, du moins en extérieur, a un aspect proche du neuf. C'est une DS23 Palace du 23 novembre 1972 avec une boîte automatique Borg-Warner. Donc comme une boîte américaine, vous avez fait parc, vous arrêtez, ça bloque et la boîte et le moteur, R, marche arrière, point mort, marche normale, seconde, première. Donc c'est seconde et première, ça s'emploie qu'en montagne, hein. Sinon, en marche normale, vous êtes toujours sur D. Elle a donc un poste à cassette 8 pistes de l'époque, avec les grosses cassettes. Ça date d'à peu près 20-25 ans, avec une très bonne sonorité. Vous avez la clim qui est juste là à votre droite. Vous allumez ce bouton et vous avez la climatisation à l'intérieur de la voiture. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. En tant qu'usager de voiture, hein, effectivement, la DS, pour moi, c'était un instrument, une voiture, une machine à rouler extraordinaire, grâce à son confort, à ses capacités, à toutes ses capacités en général, qui fait qu'il m'arrivait fréquemment de faire des Paris-Rome et des retours Rome-Paris, véritablement d'une seule traite, hein, 1500 km, et il y avait vraiment que la DS qui m'autorisait, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort, de pouvoir faire cette route. L'utilisation de la DS par les cascades, ça dépend de ce qu'on a à faire avec, hein. On utilise ces caractéristiques qui l'avantagent ou qui nous avantagent, nous, en fonction de l'action à réaliser et exécuter. Par exemple, elle a une suspension totalement extraordinaire, elle a une tenue de route vraiment au-dessus de la moyenne, qui fait qu'elle est très très difficile à faire dériver, par exemple. Le mythe est né de ses qualités automobiles, intrinsèques, c'est évident, mais ensuite c'est toute l'image qu'elle porte en elle. La DS, c'était la voiture des grands patrons des années 60, et puis ça a été aussi la voiture de la Ve République. Dès la fin des années 50 et jusqu'à la fin des années 70, la Citroën DS va en effet monopoliser les hauts lieux de l'administration, de la cour de l'Élysée au parking de sous-préfecture.
Et si en 1963, lors de la visite officielle en France du président américain John Kennedy, la voiture présidentielle est encore une archaïque Simca Présidence, le cortège officiel est sans équivoque. Le général de Gaulle a été le meilleur propagandiste de la DS-19. Il n'a jamais voulu d'autres voitures. Et comme à l'époque, il s'est mis à sillonner la France pour ces fameux bains de foule qu'il aimait beaucoup pratiquer à l'époque, on a vu des caravanes de DS noires officielles parcourir le territoire français à 150 km/h de vitesse. Et ça a beaucoup frappé les imaginations. C'était une publicité extraordinaire. Autre publicité alors fabuleuse, il faut le dire, c'est l'attentat du Petit Clamart. Lorsqu'on a su que le général avait échappé à cet attentat avec un pneu avant qui était littéralement déchiqueté par les balles et que le chauffeur, un garde républicain, Marou, a simplement accéléré sans que la voiture dévie d'un millimètre de sa trajectoire et puisse sortir de la zone dangereuse, le chauffeur et la voiture ont littéralement sauvé le général de Gaulle. C'est ici que s'est déroulé à la nuit tombante l'attentat contre le général de Gaulle. Sa voiture filait à 100 à l'heure vers l'aérodrome de Villacoublay lorsque les tueurs déclenchèrent leur tir. L'enquête devait révéler que 3 rafales au moins fusèrent de part et d'autre de la route suivie par le chef de l'État. Le nombre des balles relevées sur les lieux de l'attentat est tel qu'on peut dire que le plan des conjurés n'a échoué que par miracle. 6 balles ont atteint la DS présidentielle, dont une a traversé la carrosserie du côté où se trouvait le général de Gaulle. On a parlé en 1999 de nommer, pour la fin du siècle, quelle était la voiture la plus importante du siècle. Et des journalistes de tous les pays se sont réunis, ont voté pour citer un certain nombre de modèles, pour lister les modèles qui leur paraissaient devoir être retenus pour qu'ensuite un jury puisse se prononcer. Et sur l'ensemble de tous ces journalistes du monde entier, en tout cas du monde occidental, on a la seule marque qui est citée avec 3 modèles, c'est Citroën, avec la traction, la 2 chevaux et la DS. Alors bien entendu, on peut rouler quotidiennement, aujourd'hui encore en DS. C'est une voiture qui est parfaitement sûre, fiable. Elle est extrêmement agréable à conduire. La suspension hydraulique est d'un confort inégalable. Le système de changement de vitesse hydraulique est aussi d'un agrément de conduite tout à fait particulier. Seulement, il faut préciser que la DS est une voiture qui ne souffre pas la médiocrité. Soit on retrouve une voiture en très bon état d'origine qui était bien entretenue, soit une voiture parfaitement restaurée. C'est une voiture vraiment avec laquelle maintenant on peut plus bricoler, il faut vraiment des voitures en très bon état, sinon on risque de tomber dans des pièges à n'en plus finir. Une voiture, une DS en très bon état, c'est le paradis. La nécessité, c'est d'abord de connaître la voiture, parce que moi, personnellement, j'ai pas eu de parents qui avaient de DS, donc, et la mécanique, j'y connaissais rien. Donc je suis arrivé dans un club par la nécessité d'apprendre et de rencontrer des gens, au demeurant la plupart fort sympathiques, qui m'ont permis progressivement de m'améliorer au niveau connaissances mécaniques, etc. Il y en a une autre raison qui peut faire qu'on est intéressé par venir au club, c'est parce que, en tout cas le nôtre, le DS Révolution 55, possède un grand stock de pièces plus ou moins en bon état d'origine mais en occasion ou en neuf.
Donc il y a beaucoup de gens qui sont amenés à venir dans un club pour cette raison-là, par la nécessité de s'approvisionner en pièces, quoi, parce que c'est difficile. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour l'esprit convivial. Une fois de temps en temps, venir au restaurant, rencontrer des gens, discuter de la voiture, ça suffit déjà pour inciter les gens à venir. Je m'appelle Jean Blondeau, je répare les DS depuis 1961. J'ai travaillé dans un certain nombre d'agents et de concessionnaires. J'ai ensuite monté en 1971 mon affaire à Montreuil. Et aujourd'hui encore, j'assure un service complet pour les DS. Je répare, j'entretiens et je vends les pièces détachées pour ces véhicules. Avant l'achat d'une DS, il y a quelques points à contrôler au niveau du châssis. Alors, bien sûr, ça nécessite l'utilisation d'un pont, d'une fosse. Et nous allons commencer par les choses les plus importantes, qui sont les ancrages de train avant. Les ancrages de train avant sont assez souvent, dans le cas de voitures, surtout les voitures les plus puissantes, les 23 par exemple, sont dessoudés. Et lorsque ces points d'ancrage sont dessoudés, la réparation est une réparation importante qui peut être coûteuse. Donc c'est la première chose à contrôler. Et vous avez 4 points d'ancrage. Il faut bien examiner les soudures, voir si les soudures d'origine ne sont pas fendues et si, en braquant la direction voiture, roue au sol, en faisant travailler le mythe avant, il faut bien regarder si vous ne voyez pas les pions bouger légèrement. Ça, c'est le plus important. Ensuite, d'une manière plus classique, les DS sont souvent corrodés au niveau des longerons. Sur cette voiture, ils sont complètement corrodés. Voyez ? Vous voyez que là, déjà, le mal est bien engagé. C'est assez impressionnant, mais néanmoins, la réparation est quand même relativement simple. Il ne faut pas trop s'inquiéter, quand même. Beaucoup de DS présentent de la corrosion à cet endroit-là. Voilà, tout du long. Tout du long. Celle-ci n'est pas trop attaquée. Il faut aussi décoller, vous voyez, il y a une tôle renfort, bien examiner dessous. Ensuite, en avançant, il y a aussi quelquefois les tôles de réservoir qui sont corrodées. Il y a aussi les planchers de coque qui peuvent être corrodés. Mais examiner également les ancrages des cylindres de suspension arrière. Quand les voitures sont particulièrement attaquées, quelquefois les ancrages ont tendance à s'arracher. Là, c'est une grosse réparation, bien sûr. C'est pratiquement une rénovation complète de toute l'unité arrière. Alors, sur la caisse de la voiture, une chose importante, examinez bien la baie de pare-brise qui souvent est corrodée. Pour cela, il est nécessaire d'écarter le joint de pare-brise, pas forcément de démonter le pare-brise, bien sûr, pour un examen, mais d'écarter le joint de pare-brise et d'essayer de regarder, sans non plus complètement dégarnir l'inox, pour bien examiner la corrosion très courante sur ces voitures. Ici, voilà. Ça, c'est une réparation un petit peu plus longue parce que ça nécessite de couper la baie de pare-brise et de changer souvent tout ce morceau. On peut également regarder les tôles de pincement des joints qui sont assez régulièrement corrodées et qui ne maintiennent plus les joints en place. Alors, chose plus importante, faire très attention à l'état des brancards. Le brancard, c'est la tôle qui se trouve sous cette garniture. Alors, quelquefois, il est nécessaire de décoller la garniture et de bien examiner la partie en tôle. C'est une réparation qui va de pair avec la réparation des longerons dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans certains cas, le pied milieu et le pied arrière, les pieds de porte arrière, sont corrodés.
examiner également l'état des parties inférieures de ces deux pieds. Et puis, nous passons à la partie qui est très souvent en mauvais état, c'est toute la partie arrière. Alors, principalement, les gouttières, les porte-joints de coffre arrière. Vous voyez, celle-ci est bien attaquée, hein, c'est une voiture qui est... La coquille, les coquilles arrière gauche et arrière droite de l'autre côté, les supports de pare-choc arrière sont souvent aussi à remplacer également, les supports qui sont soudés sur le passage de roue. Les porte-joints inférieurs de jupe. Quand la maladie est plus grave, les extensions de jupe arrière, ici, la jupe arrière elle-même, quelquefois, les passages de roue, pensez également à regarder le porte-joint supérieur du coffre. La DS était déjà une voiture moderne, on peut donc rouler tous les jours avec. Elle s'insère très bien dans la circulation actuelle. C'est donc une voiture utilisable aujourd'hui, chaque jour, sans aucun problème. Alors pour certains, le culte de la DS, c'est d'essayer déjà de restaurer sa voiture le mieux possible à l'original. C'est-à-dire avec les pièces qui peuvent exister, qui a été faite à l'époque, ne pas la transformer, etc. Bon, maintenant... hormis l'aspect véhicule lui-même, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la publicité, à la documentation, les livres de documentation d'époque Citroën qui étaient très jolis, j'en ai quelques-uns si je pourrais vous les montrer. Moi, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un jour trouver dans une bourse, même si je l'ai payé très cher, une voiture correspondante, une GG téléguidée, correspondante à mon modèle, c'est-à-dire jaune avec toit noir, même année modèle. Bon, ça peut être les miniatures au 1 43e, etc. Ça peut être différentes choses qui fait que, de toute façon, même si les gens ne s'intéressent pas à la miniature, ils sont toujours contents de voir quelqu'un qui arrive à trouver, entre guillemets, des petits trésors qui correspondent, qui ont toujours un rapprochement avec la DS. Voilà. Voilà donc l'histoire de la DS, qui restera peut-être la voiture du XXe siècle. Mais le meilleur moyen d'être séduit par elle est encore d'en prendre le volant. Alors bonne route et rendez-vous à la fin du XXIe siècle pour voir si la DS a enfin trouvé une concurrente à sa hauteur. Monopoliser les hauts lieux de l'administration,
de la cour de l'Élysée au parking de sous-préfecture. Et si en 1963, lors de la visite officielle en France du président américain John Kennedy, la voiture présidentielle est encore une archaïque Simca Présidence, le cortège officiel est sans équivoque. Le général de Gaulle a été le meilleur propagandiste de la DS-19. Il n'a jamais voulu d'autres voitures. Et comme à l'époque, il s'est mis à sillonner la France pour ces fameux bains de foule qu'il aimait beaucoup pratiquer à l'époque, on a vu des caravanes de DS noires officielles parcourir le territoire français à 150 km/h de vitesse. Et ça a beaucoup frappé les imaginations. C'était une publicité extraordinaire. Autre publicité alors fabuleuse, il faut le dire, c'est l'attentat du Petit Clamart. Lorsqu'on a su que le général avait échappé à cet attentat avec un pneu avant qui était littéralement déchiqueté par les balles et que le chauffeur, un garde républicain, Marou, a simplement accéléré sans que la voiture dévie d'un millimètre de sa trajectoire et puisse sortir de la zone dangereuse, le chauffeur et la voiture ont littéralement sauvé le général de Gaulle. C'est ici que s'est déroulé à la nuit tombante l'attentat contre le général de Gaulle. Que sa voiture filait à 100 à l'heure vers l'aérodrome de Villacoublay lorsque les tueurs déclenchèrent leur tir. L'enquête devait révéler que 3 rafales au moins fusèrent de part et d'autre de la route suivie par le chef de l'État. Le nombre des balles relevées sur les lieux de l'attentat est tel qu'on peut dire que le plan des conjurés n'a échoué que par miracle. 6 balles ont atteint la DS présidentielle, dont une a traversé la carrosserie du côté où se trouvait le général de Gaulle. On a parlé en 1999 de nommer, pour la fin du siècle, quelle était la voiture la plus importante du siècle. Et des journalistes de tous les pays se sont réunis ou ont voté pour citer un certain nombre de modèles, pour lister les modèles qui leur paraissaient devoir être retenus pour qu'ensuite un jury puisse se prononcer. Et sur l'ensemble de tous ces journalistes du monde entier, en tout cas du monde occidental, on a la seule marque qui est citée avec 3 modèles, c'est Citroën, avec la traction, la 2 chevaux et la DS. Alors bien entendu, on peut rouler quotidiennement, aujourd'hui encore en DS. C'est une voiture qui est parfaitement sûre, fiable. Elle est extrêmement agréable à conduire. La suspension hydraulique est d'un confort inégalable. Le système de changement de vitesse hydraulique est aussi d'un agrément de conduite tout à fait particulier. Seulement, il faut préciser que la DS est une voiture qui ne souffre pas la médiocrité. Soit on retrouve une voiture en très très bon état d'origine qui était bien entretenue, soit une voiture parfaitement restaurée. C'est une voiture vraiment avec laquelle maintenant on peut plus bricoler, il faut vraiment des voitures en très très bon état, sinon on risque de tomber dans des pièges à n'en plus finir. Une voiture, une DS en très très bon état, c'est le paradis. La nécessité, c'est d'abord de connaître la voiture, parce que moi, personnellement, j'ai pas eu de parents qui avaient de DS, donc, et la mécanique, j'y connaissais rien. Donc je suis arrivé dans un club par la nécessité d'apprendre et de rencontrer des gens, au demeurant la plupart fort sympathiques, qui m'ont permis progressivement de m'améliorer au niveau connaissances mécaniques, etc. Il y en a une autre raison qui peut faire qu'on est intéressé par venir au club, c'est parce que, en tout cas le nôtre, le DS Révolution 55, possède un grand stock de pièces plus ou moins
en bon état d'origine mais en occasion ou en neuf. Donc il y a beaucoup de gens qui sont amenés à venir dans un club pour cette raison-là, par la nécessité de s'approvisionner en pièces, quoi, parce que c'est difficile. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour l'esprit convivial. Une fois de temps en temps, venir au restaurant, rencontrer des gens, discuter de la voiture, ça suffit déjà pour inciter les gens à venir. Je m'appelle Jean Blondeau, je répare les DS depuis 1961. J'ai travaillé dans un certain nombre d'agents et de concessionnaires. J'ai ensuite monté en 1971 mon affaire à Montreuil. Et aujourd'hui encore, j'assure un service complet pour les DS. Je répare, j'entretiens et je vends les pièces détachées pour ces véhicules. Avant l'achat d'une DS, il y a quelques points à contrôler au niveau du châssis. Alors, bien sûr, ça nécessite l'utilisation d'un pont, d'une fosse. Et nous allons commencer par les choses les plus importantes, qui sont les ancrages de train avant. Les ancrages de train avant sont assez souvent, dans le cas de voitures, surtout les voitures les plus puissantes, les 23 par exemple, sont dessoudés. Et lorsque ces points d'ancrage sont dessoudés, la réparation est une réparation importante qui peut être coûteuse. Donc c'est la première chose à contrôler. Vous avez 4 points d'ancrage. Il faut bien examiner les soudures, voir si les soudures d'origine ne sont pas fondues et si, en braquant la direction voiture, roue au sol, en faisant travailler le mythe avant, il faut bien regarder si vous ne voyez pas les pions bouger légèrement. Ça, c'est le plus important. Ensuite, d'une manière plus classique, les DS sont souvent corrodés au niveau des longerons. Sur cette voiture, ils sont complètement corrodés. Voyez ? Vous voyez que là, déjà, le mal est bien engagé. C'est assez impressionnant, mais néanmoins, la réparation est quand même relativement simple. Il ne faut pas trop s'inquiéter, quand même. Beaucoup de DS présentent de la corrosion à cet endroit-là. Voilà, tout du long. Tout du long. Celle-ci n'est pas trop attaquée. Il faut aussi décoller, vous voyez, il y a une tôle renfort, bien examiner dessous. Ensuite, en avançant, il y a aussi quelquefois les tôles de réservoir qui sont corrodées. Il y a aussi les planchers de coque qui peuvent être corrodés. Mais examinez également les ancrages des cylindres de suspension arrière. Quand les voitures sont particulièrement attaquées, quelquefois les ancrages ont tendance à s'arracher. Là, c'est une grosse réparation, bien sûr. C'est pratiquement une rénovation complète de toute l'unité arrière. Alors, sur la caisse de la voiture, une chose importante, examinez bien la baie de pare-brise qui souvent est corrodée. Pour cela, il est nécessaire d'écarter le joint de pare-brise, pas forcément de démonter le pare-brise, bien sûr, pour un examen, mais d'écarter... Dès 1956, l'idée apparaît comme une version simplifiée, bénéficiant de la suspension hydropneumatique, mais dotée de direction, transmission et freinage traditionnels. En 1958 est proposé le break, capable d'emmener 8 personnes ou 500 kg de charge utile. Dans la gamme DS, il fallait bien évidemment un modèle en break. Le break qui est développé sur la base DS-ID, un peu un hybride, parce qu'il fallait qu'il puisse bénéficier du moteur plus puissant des DS, mais au début de la boîte mécanique de l'ID19. Alors le break part d'une conception très originale, qui l'éloigne beaucoup de la berline. Il a été dessiné par M. Franchiset, qui était responsable de carrosserie au sein du bureau d'études. Une petite anecdote amusante qui procède à sa création. Il a vu le break Marly
inspiré lui-même des breaks américains en salon de l'auto. Il a trouvé cette conception de break à l'américaine assez luxueux, tout à fait intéressante, originale dans sa polyvalence. Et le soir, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, demain matin, je propose une voiture à Citroën. Et du coup, il a subitement dessiné tout ce système de haillons arrière en deux parties, très particulier, donc qui s'ouvre d'abord la partie haute, bien naturellement, et la partie basse avec deux plaques minéralogiques qui permet tout en roulant de garder une plaque visible des usagers qui vous suivent. Alors dans la gamme DS, le modèle le plus recherché est évidemment le cabriolet, comme celui-ci. Cabriolet dit modèle d'usine, parce qu'il était dessiné et conçu par le bureau d'études Citroën, mais il était entièrement carrossé à l'extérieur dans les ateliers d'Henri Chaperon à Levallois. Cette version intègre donc la gamme dès 1960, mais n'est commercialisée qu'en 1961. Le cabriolet était alors disponible en finition ID ou DS. C'est resté une exception dans l'histoire de la DS, et c'était une voiture de très grand luxe, qui était d'ailleurs montée non pas chez Citroën, mais sur les plans communs de Citroën et de Chaperon, dans l'entreprise Chaperon. Et c'était une voiture, par exemple, intérieur tout cuir, enfin. Là, il a fallu faire une publicité spéciale s'adressant à une clientèle haut de gamme pour une voiture très haut de gamme. La berline DS poursuit quant à elle son ascension, avec la présentation en 1959 de la Prestige, équipée d'une séparation chauffeur et d'un téléphone, et réservée aux industriels et autres chefs d'État. Suit la finition Palace en 1964, avec ses épaisses moquettes et ses sièges en cuir. Puis la DS 21, avec son moteur plus puissant, pouvant l'emmener à 175 km/h. En octobre 1967, après une carrière commencée 12 ans plus tôt, la DS va bénéficier d'un restyling, destiné à rendre sa ligne plus fluide encore. C'est toujours le styliste Flaminio Bertoni, assisté de Robert Opron, qui signera cette nouvelle face avant, caractérisée par ses carénages de phares intégrant des doubles optiques et qui permettront aux ingénieurs de concevoir l'étonnant système de phares pivotants. La DS entame sa deuxième carrière et la gamme n'en finira plus d'évoluer. Au sommet, culminera dès l'automne 1972 la 23 qui, avec l'injection électronique, permettra à la DS d'approcher les 200 km/h. La gamme ID fera place quant à elle au modèle 20, DS spécial et autres D Super. Bien sûr, les versions break et cabriolet suivent également les mêmes évolutions stylistiques et mécaniques. À partir des années 59-60, la production de la DS s'est établie à plus ou moins 100 000 véhicules par an, et ça a duré jusqu'en 1972. Et c'est en 1973 que la production a chuté de moitié, parce qu'on a su à ce moment-là que Citroën allait sortir un nouveau modèle. La production de la DS s'achève en 1975. Le modèle aura donc duré 20 ans, une période assez longue durant laquelle le caractère innovant et prestigieux de la Citroën aura permis l'élaboration de modèles uniques, comme la fameuse DS présidentielle, la 1PR75 de 1968, que le général de Gaulle utilisera finalement assez peu. Citons également l'impressionnant mille-pattes Michelin, un engin exceptionnel servant de laboratoire routier pour tester les pneumatiques. Ce véhicule ne possède pas moins de 11 roues, auxquelles on lui doit son surnom de 1000 pattes. Cet engin d'un poids de 9 tonnes peut maintenir une vitesse de 170 km/h sur piste d'essai, sans problème pour le conducteur, malgré ses 7,30 m de longueur, 2,45 m de largeur,
sa hauteur de 1,56 m pour une garde au sol constante de 215 mm. Malgré son gabarit impressionnant, ce véhicule possédait toutes les qualités requises par le service des mines pour son homologation. Toutes les précautions de sécurité sont prévues, à tel point que même l'éclatement du pneu d'essai, enfermé au cours des tests dans un solide carénage, n'entraînerait aucune conséquence grave. En effet, les signes avant-coureurs permettent d'intervenir grâce à un bouton coup de poing qui, depuis le poste de pilotage, provoque simultanément en 3 secondes l'arrêt du moteur gauche et l'arrêt de la roue centrale. C'est aussi par le biais de la compétition que la DS se forgera cette image de formidable routière. Sur les terrains les plus difficiles, elle établira un palmarès de légende. La DS n'a jamais été une voiture qui était faite pour les rallyes de vitesse. Elle était faite parce qu'elle avait des qualités que les autres voitures n'avaient pas. Elle avait 3 positions, c'est-à-dire qu'on pouvait la mettre en position normale, en position basse, position haute. Ce qui lui permettait, dans les terrains très difficiles, de pouvoir mettre la voiture en position haute et de pouvoir passer là où toutes les autres ne passaient pas. Sur la neige, la glace, elle était remarquable. C'est comme ça qu'elle a remporté des épreuves, elle est passée même seule, elle est même arrivée seule dans certaines épreuves. On a choisi ces rallyes dans différents pays, par exemple tout ce qui était africain, parce que c'était important pour la marque. Nous avons été au Portugal, nous avons été en Grèce, nous avons été au Bandama, nous avons fait Wembley, Mexico, toujours pour montrer la qualité des voitures et remporter ces coupes des constructeurs qui étaient importantes pour la marque. Chaque année, depuis 1953, l'Afrique orientale est bouleversée par la course automobile la plus dure du monde, l'East African Safari, un rallye pour conducteurs fous. À la saison des pluies, une centaine de voitures s'affrontent à travers le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pendant 4 jours et 4 nuits. C'est une épuisante aventure de poussière et de boue qui verra bien peu de vainqueurs. Le meilleur souvenir de l'époque a été en 1963, quand nous avons obtenu beaucoup de coupes de constructeurs. Parmi les voitures qui ont marqué leur époque, la Citroën DS restera pour toujours dans les annales. Produite pendant 20 ans à plus d'1,5 million d'exemplaires, elle représente un tournant dans l'histoire de l'automobile et illustre, une fois encore, l'intelligence novatrice d'André Citroën. André Citroën aura laissé à sa marque l'empreinte du génie créatif. Il sera l'un des premiers constructeurs français à industrialiser la production d'automobiles. À ce titre, sa rencontre en 1931 avec Henry Ford sera déterminante. Les usines de Javel produiront à la chaîne. Une volonté d'innover que l'on retrouvera dans l'originalité des publicités de la marque.
comme cette fameuse tour Eiffel, illuminée par des centaines de milliers d'ampoules électriques, formant le nom de la marque dans le ciel de Paris. Citroën, ce sera aussi l'homme des défis impossibles, tels que les extraordinaires croisières noires et jaunes en 1925 et 1932. Des raids incroyables où une dizaine d'équipages traverseront les continents d'Afrique et d'Asie dans des conditions impitoyables. Les autochenilles Citroën Quai-Grèce prouveront ainsi l'extrême solidité des productions du quai de Javel, passant là où les routes n'existent pas encore et assurant à leur tour une publicité sans précédent pour la marque au double chevron. Mais la plus grande création d'André Citroën reste la fameuse traction avant, lancée en 1934. Lorsqu'André Citroën décède de maladie en 1935, il laisse en héritage cette volonté de fabriquer des autos hors normes. La 2 chevaux, présentée au Salon de Paris en 1948, en est un autre exemple, de par son concept de voiture minimaliste et ses solutions techniques inédites. Pourtant, l'auto qui marquera un demi-siècle d'histoire automobile n'est pas encore née, ce sera la DS. Autour du berceau de la DS, on retrouve tout d'abord Boulanger, qui est le patron de Michelin, et puis ensuite le même bureau d'études qu'autour de la traction avant. Évidemment, André Lefebvre, en tout premier lieu, qui est l'ingénieur, l'architecte, le concepteur général de la voiture, et ensuite Flaminio Bertoni, le styliste génial, le Grand Prix de Rome, le sculpteur, qui, toujours en référence à la traction, a aussi conçu la DS comme une œuvre d'art que l'on peut regarder comme une sculpture et qui, au-delà de la sculpture, est une œuvre en mouvement. La traction, populairement surnommée Reine de la route, va bientôt devoir laisser place à une autre reine, la DS. Le passage de relais n'aura lieu que 2 ans après son lancement, en 1957. Un laps de temps nécessaire pour ne pas bousculer une clientèle encore abasourdie par la nouvelle berline. Car si la traction paraît aujourd'hui terriblement désuète face à la DS, dans les années 50, c'est bien cette dernière qui semble trop en avance sur son temps. Plus que jamais, chez Citroën, on a voulu présenter une voiture totalement innovante. Les atouts technologiques de la DS sont extrêmement nombreux, on ne va pas en faire la liste maintenant, ce qui risquerait d'être fastidieux. Elle a tout d'abord un enrichissement naturel par les choix des matériaux utilisés. Les DS est une des premières voitures de série à utiliser en aussi grand nombre les matières plastiques, l'aluminium et l'acier inoxydable. Il n'y a plus de chrome sur la DS, tout est en inox. Et toutes sortes d'innovations comme ça. Et puis ensuite, bien entendu, sa grande révolution, c'est le système hydraulique qui permettait d'asservir toutes les commandes de la voiture. Tout d'abord sa suspension, la commande de vitesse, la direction. La voiture était entièrement asservie à un cerveau hydraulique. Une technologie déjà testée sur la traction 15H. 1954 voit l'avènement d'une nouvelle conception qui ne dissocie plus la suspension de l'amortisseur. Étudiée dans le plus grand secret, elle intrigue. C'est l'hydropneumatique. Et ici, il faut entrer dans la technique pure et chercher un point de comparaison. Aux êtres vivants, on a emprunté le mécanisme circulatoire. Pulsation du cœur, pression constante dans les artères. Cette fonction vitale est assurée par un système central. La pompe, l'accumulateur, le réservoir maintiennent sous pression constante l'huile en circulation. Ce cœur mécanique est relié au bloc de suspension de chaque roue qui comprend une sphère mi-gaz, mi-huile, un piston solidaire de la roue, un bras de levier actionnant le clapet du correcteur de hauteur, véritable verrou qui commande les relations entre circuit central et sphère. Si l'on charge la voiture, le piston comprime le gaz, l'huile sous pression libérée par le clapet pénètre dans la sphère et repousse le piston. La voiture revient donc doucement à son niveau. Quel que soit le point chargé, le même phénomène se produit. Le cœur mécanique permet donc à la voiture de retrouver sa ligne de flottaison à hauteur constante au-dessus du sol.
Si l'on décharge la voiture, le gaz comprimé se détend, l'excès d'huile retourne au réservoir, la voiture revient à son niveau. Les bosses et les petits cahots n'influencent pas le clapet du correcteur de hauteur. Dans les sphères, un dispositif de laminage amortit les mouvements de l'huile. Les balancements parasites, les plongées brusques sur coup de frein sont éliminés par le durcissement automatique des trains avant ou arrière. Ainsi, la suspension hydropneumatique a supprimé tous les éléments métalliques de la suspension classique. Ceci pour la théorie. Mais en cette matière, comme en d'autres, on a bien le droit de préférer la poésie à l'analyse. Et il faut avouer que les termes techniques ne rendent pas compte entièrement du phénomène. Des hommes ont conçu une machine qui peut s'exprimer en plan, en équation, mais lorsqu'ils ont vissé le dernier boulon, le dispositif sorti de leurs mains commence une mystérieuse vie autonome. Il choisit son équilibre comme l'avion prend sa ligne de vol. Ce qui n'était qu'un assemblage se met à exister, à agir et à réagir selon une logique indépendante. Je crois que nous avons remporté une douzaine de rallyes au classement général, ce qui a fait que les clients qui ont couru sur Citroën, parce qu'il y en avait beaucoup à cette époque qui faisaient le rallye, étaient heureux. C'est toujours agréable de savoir que la voiture que l'on conduit remporte un succès formidable. Surtout que c'était des voitures de série. Quelle course fantastique ce marathon Londres-Sydney. Traverser l'Europe d'ouest en est, déferler à travers le Moyen-Orient, franchir l'océan Indien, avant d'affronter les étendues désertiques et brûlantes du sud australien, telles sont les différentes péripéties d'une formidable aventure de 16 000 km. Croyez-moi, ce n'était pas une croisière de plaisance. Mon plus mauvais souvenir, c'est au rallye Londres-Sydney, lorsque 100 km avant l'arrivée, alors que Lucien Bianchi et Jean-Claude Augier étaient en tête, nous nous sommes précipités à l'arrivée pour les recevoir, puisque la route était très facile. Ils avaient à peu près 2 heures d'avance pour faire tranquillement ces 100 km. Ils étaient détendus. Et à l'arrivée à Londres-Sydney, nous avons appris qu'une voiture les avait télescopés. Le drame éclate. 2 jeunes Australiens fanatiques de rallye perdent le contrôle de leur mini Riley à la sortie d'un virage et percutent la DS. Augier qui conduisait ne peut rien faire pour les éviter. C'était d'autant plus curieux que cette voiture, qui avait l'habitude de rouler à gauche, était complètement sur la droite, alors que Lucien Bianchi et Augier étaient bien comme il fallait. Et il y a eu, effectivement, on a dit, est-ce que cet accident est réel ou a-t-il été commandé? On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que pour les pilotes, pour nous et pour la marque, ça a été très difficile. C'est vraiment très difficile à supporter. Vous avez beau avoir de bonnes voitures, vous avez beau avoir de très bons pilotes, c'était notre cas, s'il n'y a pas une équipe de techniciens, de mécaniciens compétents, on n'arrive à rien. Et j'ai eu la chance pendant des années d'avoir une équipe extrêmement fidèle et extrêmement compétente.
et je ne les remercierai jamais assez du travail qu'ils ont fait. La réputation exceptionnelle de la DS, seuls ceux qui en ont possédé une ou l'ont simplement conduite quelques minutes savent mieux que quiconque combien cette réputation est justifiée. J'ai adoré cette voiture, d'abord parce que c'est une DS. Pour une femme, c'est formidable. Et elle était vraiment, je trouve, faite pour les femmes. Vous pouviez changer les vitesses d'une façon extrêmement agréable, vous n'aviez pas de pédale pour débrayer, elle avait un confort absolument extraordinaire. Pour une femme, tenir le volant, c'était très facile, une tenue de route merveilleuse. J'ai moi-même utilisé la DS pendant plusieurs années avec la plus grande satisfaction. J'appréciais toutes les qualités de la voiture et j'appréciais notamment dans la conduite de pouvoir conduire, et je m'y étais fait très rapidement, des deux pieds, c'est-à-dire avec un pied pour une pédale et un pied pour l'autre, puisqu'il n'y avait pas de pédale de débrayage, le débrayage était automatique. Et c'est une voiture qui avait des qualités extraordinaires, qui était la première en matière de style, la première en matière d'innovation, la première en matière de confort, la première en matière de tenue de route. Et sur ces trois qualités, elle est restée la première, elle l'est toujours. Si la DS n'était jamais sortie et qu'un constructeur sorte cette ligne aujourd'hui, on crierait à l'innovation, on crierait à l'originalité. Et c'est pour cela que la DS a toujours ses fidèles dans le monde entier. Donc cette DS est une DS de mai 58 qui avait l'avantage d'être en très bon état d'origine parce qu'elle dormait dans un garage chauffé. Son ancien propriétaire l'avait achetée en première main neuve au garage Piguet à Paris, donc un garage Citroën. On a conservé son numéro parce que c'est une voiture qui a été achetée en copropriété avec un ami. Étant donné qu'on a beaucoup de DS déjà, lui de son côté, moi de mon côté, on s'est dit pourquoi pas l'acheter ensemble. Ce qui nous a permis de la restaurer ensemble aussi. Et ça a été d'ailleurs pour moi aussi un début d'apprentissage sur la mécanique et la restauration. Elle a été, à l'origine, cette voiture était gris avec un intérieur rouille. On a voulu changer la peinture. On a préféré choisir un jaune qui malheureusement n'est pas en 58, mais plutôt en 59. Mais comme elle nous plaisait, on a fait cette couleur-là. Elle est restée longtemps chez le peintre et qui, par maladresse, a laissé rentrer ses chiens à l'intérieur de l'habitacle. Donc il a déchiqueté les sièges et les sièges arrière. Donc on a dû refaire également l'intérieur. Coup de chance, grâce à LVA d'ailleurs, dans les petites annonces, on a pu retrouver un intérieur Elanca bleu. Et voilà pourquoi cette voiture, du moins en extérieur, a un aspect proche du neuf. C'est une DS-23 Palace du 23 novembre 1972 avec une boîte automatique Borg-Warner. Donc comme une boîte américaine, vous avez P, Park, vous arrêtez, ça bloque et la boîte et le moteur. R, marche arrière, point mort, marche normale, seconde, première. Donc c'est seconde et première, ça s'emploie qu'en montagne, hein. Sinon, en marche normale, vous êtes toujours sur D. Elle a donc un poste à cassette 8 pistes de l'époque, avec les grosses cassettes. Ça date d'à peu près 20-25 ans, avec une très bonne sonorité. Vous avez la clim qui est juste là à votre droite. Vous allumez ce bouton et vous avez la climatisation à l'intérieur de la voiture. Je crois que c'est déjà pas mal, hein.
En tant qu'usager de voiture, hein, effectivement, la DS, pour moi, c'était un instrument, une voiture, une machine à rouler extraordinaire, grâce à son confort, à ses capacités, à toutes ses capacités en général, qui fait qu'il m'arrivait fréquemment de faire des Paris-Rome et des retours Rome-Paris, véritablement d'une seule traite, hein, 1500 km, et il y avait vraiment que la DS qui m'autorisait, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort, de pouvoir faire cette route. L'utilisation de la DS par les cascades, ça dépend de ce qu'on a à faire avec. Hein. On utilise ces caractéristiques qui l'avantagent ou qui nous avantagent, nous, en fonction de l'action à réaliser et exécuter. Par exemple, elle a une suspension totalement extraordinaire, elle a une tenue de route vraiment au-dessus de la moyenne, qui fait qu'elle est très très difficile à faire dériver, par exemple. Le mythe est né de ses qualités automobiles, intrinsèques, c'est évident, mais ensuite c'est toute l'image qu'elle porte en elle. La DS c'était la voiture des grands patrons des années 60, et puis ça a été aussi la voiture de la Ve République. Dès la fin des années 50 et jusqu'à la fin des années 70, la Citroën DS va en effet... L'objet inanimé résout de sa propre initiative les problèmes qui se posent à lui. Rien n'est arbitraire, en fin de compte, dans l'évolution technique. L'autre après-guerre réclamait du mouvement. Notre époque, au contraire, qui aspire à la détente, veut oublier qu'elle va toujours plus vite et plus loin. On disait jadis être maître de sa machine. C'est une phrase qui bientôt n'aura plus cours. Désormais, il y a deux individualités dont l'une est au service de l'autre. L'hydropneumatique n'attend plus un ordre précis pour l'exécuter passivement. Il est le seul juge de sa conduite en face de chaque incident. Les passagers ont interposé entre eux et la route l'équivalent des esclaves des anciens contes. Cette voiture qui se hisse au-dessus des dangers du chemin et dont le cœur mécanique règle imperturbablement les conflits avec les creux et les bosses marque le dernier stade d'une évolution. De moins en moins, l'homme se déplacera. Il sera déplacé par des machines qu'il aura créées, mais qui, une fois nées, se passeront de lui. On n'arrête pas le progrès, disaient nos grands-pères. Le jour viendra sans doute où les automobiles se suffiront parfaitement à elles-mêmes. Ce jour-là, la boucle sera bouclée. Nous nous sommes efforcés aussi d'expliquer au public ce qu'était l'innovation essentielle de la DS19, à savoir l'hydropneumatique. Et nous avons choisi de le faire avec les symboles de l'air et de l'eau, puisqu'en fait ça correspondait à la réalité, puisque l'hydropneumatique consiste, par l'intermédiaire d'une liaison hydraulique, à faire réagir des sphères remplies de gaz. En 1955, Citroën va donc mettre sur le marché un véritable laboratoire roulant, renouvelant totalement le concept même de la conduite d'une voiture. Un pari économiquement osé, peut-être le plus fou de toute l'histoire de l'automobile. Et si la DS va rencontrer le succès espéré, les ingénieurs de Citroën ne se reposeront jamais sur leur laurier, cherchant toujours à améliorer une auto ayant déjà 20 ans d'avance. Ainsi, lorsqu'il s'agira de redonner un coup de jeune à la DS par un savant lifting, on développera encore une nouvelle idée, les phares tournant avec les roues, éclairant ainsi non pas le vide comme sur n'importe quelle autre voiture, mais l'intérieur du virage dans lequel la DS va plonger.
Mais n'anticipons pas et revenons en 1955, date à laquelle l'une des autos les plus importantes du siècle va être présentée. Aux milliers de visiteurs de la Grande Nef s'offre la Citroën DS19 qui représente l'abandon d'une tradition de 20 ans. Un accueil extraordinaire. Les commentateurs ont dit que c'était la bombe du salon. En fait, c'était plus que ça. Les gens ont été frappés par le caractère absolument innovant dans tous les domaines. Pas seulement technique, mais la forme, le style, le moindre détail, les roues qui étaient fixées par un seul boulon, les trompettes de clignotants qui étaient en haut de la voiture, à l'arrière, enfin le volant monobranche, et puis aussi et surtout la suspension hydropneumatique qui permettait de régir toutes les fonctions essentielles de l'automobile. Dire que la DS a fait l'effet d'une bombe lorsqu'elle a été présentée au salon d'octobre 1955 n'est pas un moindre mot. Il faut la comparer à ce qu'il y avait dans la production contemporaine. Peugeot produisait encore des 203, venait de lancer la 403, toutes les deux d'excellentes voitures, mais de conception très classique. Et chez Renault, bon, on était encore dans les frégates, qui n'était pas vraiment une voiture révolutionnaire. Donc au milieu de tout ce monde-là, la DS, avec ses innovations technologiques et son camailleux de couleurs tout à fait original, faisait vraiment l'effet d'une révolution très inattendue. Inattendue dans un sens parce qu'en fait on l'attendait depuis longtemps. En effet, les journalistes de l'Autojournal ont pris parti de percer les secrets des constructeurs. C'est ainsi qu'ils essaieront de dévoiler toutes les innovations de la DS bien avant son lancement, créant ainsi l'affaire de l'Autojournal. On a commencé à parler de la nouvelle DS qui est sortie en 1955. À partir de 1952, grâce à des renseignements que nous obtenions directement au bureau d'études de Citroën, un dessinateur qui nous a fourni des plans pratiquement exacts, surtout du moteur 6 cylindres qui n'est jamais sorti, et de la carrosserie. Citroën tenait beaucoup au secret parce qu'il avait encore la traction en production, et en plus, la DS était tellement nouvelle qu'il voulait un effet de surprise total, qu'il a eu partiellement d'ailleurs, mais enfin, les lecteurs de l'Autojournal étaient quand même au courant. Nous avons sorti un numéro très important qui attirait plus d'1 million d'exemplaires. La rotative a tourné 15 jours et ça a été unique parce qu'après nous n'avons jamais pu atteindre ce chiffre. Citroën a porté plainte et j'ai eu une perquisition chez moi au petit matin, ce qui est très agréable. Et ensuite, les procès ont duré pendant 10 ans, 15 ans, d'appel en appel, jusqu'à un non-lieu. La carrière de la DS19 est lancée. Le climat passionné qui entoure l'événement est entretenu par les éloges de la presse mondiale, qui encense notamment sa fabuleuse tenue de route et son freinage exceptionnel. Pourtant, la DS souffre de problèmes de mise au point et les premiers utilisateurs vont en faire les frais. Les répercussions sur les ventes des problèmes qu'a subi la DS au moment de sa sortie ont été un peu comparables à ce qu'ils avaient été pour la traction avant. C'était également le cas pour la DS qui était encore plus innovante dans ses solutions, dans les solutions qu'elle mettait en œuvre. Et il y a eu quelques déboires, notamment du côté de l'hydropneumatique, des joints qui ne tenaient pas, etc. Incidemment, la DS révolutionne en effet aussi la manière de produire des automobiles. Et les chaînes de montage sont parfois confrontées à une technologie méconnue. 25 000 acheteurs les attendent, séduits par les innombrables perfectionnements dont elles bénéficient, et en particulier par ce toit en plastique dont nous allons voir quelques étapes de fabrication. Le toit plastique en polyester stratifié et renforcé de la DS19 et de l'ID19 est le premier exemple d'application des matières plastiques dans la carrosserie automobile de grande série. Sa résistance, sa souplesse, ses propriétés isothermes et sa belle matière translucide améliorent de façon incomparable la sécurité, les climatisations et l'éclairage des voitures. On voit ici comment les fibres de verre sont intimement agglomérées pour acquérir ces riches propriétés
qui relègue les toits d'acier au second plan.